Le chevalier tient la morte par les cheveux et déclare que la sorcière Owen est morte et que maintenant c'est fini pour le clan Lutt. La jeune fille regarde sa mère décédée avec horreur et se met à crier de désespoir. Dès que la jeune fille bougeait, des dizaines d'épées étaient immédiatement pointées sur elle. Les chevaliers discutent du fait que la fille d'Owen est devant eux et décident quoi faire d'elle ensuite. L'un des gardes dit que la jeune fille doit être envoyée au prince héritier comme trophée. La jeune fille regarde les chevaliers avec colère et pense que sa mère est maintenant morte et que son clan a été détruit. Nomades du clan Lutt, un petit peuple originaire du plateau d'Aleta. Dès le début, ils avaient les cheveux et la peau foncés. On disait qu'ils étaient à l'autre bout du monde. Les gens stupides qui cherchaient à montrer leur supériorité en s'ostracisant eux-mêmes et les autres étaient stigmatisés. Lors de l'invasion du Royaume Blanche, de nombreux membres du clan furent tués, ils durent donc quitter leur terre. 300 ans se sont écoulés depuis et beaucoup de choses ont changé, le clan survivant a changé son nom d'Aleta à Aleta. La peau et les cheveux, complètement noirs, changeaient de couleur avec le temps. Les nomades parcouraient le pays, organisant des spectacles et gagnant ainsi leur vie. Le souvenir de leur persécution s'estompa peu à peu et le Lété aurait pu devenir une culture, si seulement la guerre civile des Blanches n'avait pas nécessité un nouvel ennemi du peuple. Le prince Waldo Blanche regarde d'abord la jeune fille avec intérêt et lui demande son nom. La jeune femme s'allonge par terre, toute tremblante, et répond qu'elle s'appelle Martina. Le prince attrape la jeune fille par le menton et dit avec mépris qu'elle a un nom approprié pour une Sang-de-Bourbe. Waldo sourit méchamment et dit que Martina sera un bon divertissement pour la soirée à venir. L'héritier a élaboré un plan pour une situation gagne-gagnant en éliminant tous les demi-frères en compétition pour le poste de successeur. Waldo avait l'intention de détruire les deux camps, attirant l'État, qui ne faisait que l'ennuyer depuis longtemps. L'homme jette Martina sur le lit et dit que cela ne sert à rien de donner son nom. Les gens ont peur et rejettent ce qui est différent d'eux. Le prince s'appuie de tout son corps sur la jeune fille, qui, les larmes aux yeux, comprend qu'elle ne peut rien faire. Le roi annonce que le premier prince a réussi à empêcher la fuite du deuxième héritier, qui s'est rebellé et était de mèche avec un clan de sorcières. En remerciement pour cela, le souverain transfère le trône au successeur initial. Le second prince, Théodore Blanche, qui est en prison, réalise avec tristesse que sa mort n'est pas loin. Waldo donna l'ordre de capturer son frère, déclarant que les nomades de l'Est avaient admis avoir conspiré avec lui. Théodore a tenté de se justifier et a crié qu'il avait été injustement calomnié. Assis en prison, le prince réfléchit qu'il n'a jamais voulu devenir roi et que, bien que Wildo soit un demi-frère, il le considérait comme le sien. Un homme apparaît de l'autre côté des barreaux, complètement caché par une cape. Martina enlève sa capuche et dit que même si le sang détesté de Blanche coule dans le jeune homme, elle lui sauvera la vie. La jeune fille propose d'aider le prince, mais en retour il doit lui prêter sa force. Théodore note tristement que maintenant il est complètement opprimé, il n'a plus ni pouvoir ni liberté. Martina regarde le prince et déclare d'un ton calme mais décisif qu'elle va tuer le roi. La jeune fille crie que Théodore doit venger sa honte en l'utilisant comme instrument de vengeance. C'est cette rencontre qui marque le début d'une relation qui s'étendra sur 100 ans. Quelques jours plus tard, Wildo organisa un grand banquet festif en l'honneur de son accession au trône. Martina a été projetée au centre de la salle, au grand amusement de toutes les personnes présentes. Soudain, Wildo lance une épée sur la jeune fille et lui ordonne d'exécuter la célèbre danse de l'épée dont son clan est si fier. Martine se rend compte avec haine que devant elle se trouve l'épée d'Owen assassinée. Blanche veut faire une représentation du symbole du clan détruit. Le roi pense avec un sourire que même une bête sauvage qui ne peut être apprivoisée, avant de mourir, met sa queue entre ses pattes, devenant soumise. Martina saisit l'épée et commence sa danse effrénée, qui attire l'attention de toutes les personnes rassemblées. D'un coup puissant, la jeune fille tue les gardes du roi, Wildo saute du trône effrayé. Le roi, furieux, ordonne au reste des chevaliers de tuer l'insignifiante sorcière. Soudain, la foule se sépara et le prince Théodore se dirigea vers le trône. Le frère regarde le roi d'un air suffisant et lui demande s'il aime la fête. Le chevalier demande à Théodore si cela vaut la peine d'envoyer les soldats. Le prince regarde pensivement en direction de Martina. Avec une dextérité, une force et une grâce étonnantes, la jeune fille fait face à tous les soldats qui l'attaquent. Martina a déclaré que danser avec une épée n'est pas seulement un spectacle de divertissement, cette lame est forgée pour tuer des gens. Théodore était sûr que peu importe à quel point la jeune fille maniait l'épée, elle ne pourrait probablement pas en sortir vivante. Le second prince ordonne de fermer les portes et de s'assurer que personne ne puisse quitter la salle. Même si Waldo doit mourir, il est impossible de faire honte à la famille royale, c'est pourquoi il veut tout présenter comme la dernière atrocité de la sorcière. 2 heures plus tard, les chevaliers sont surpris de constater qu'aucun bruit ne se fait entendre à l'extérieur des portes. Malgré les inquiétudes des gardes, Théodore ordonne l'ouverture des portes. Soudain,
la porte s'ouvre avec un coup de pied puissant et Martina apparaît sur le seuil. Le prince et les gardes regardent avec étonnement la jeune fille dont le sang coule d'elle. Personne ne comprend comment Martina a réussi à gérer tout le monde et à survivre, car il y avait environ 200 personnes dans la salle. Une fille avec une épée à la main s'approche de Waldo tremblant, qui le supplie de l'épargner. Avec un sourire, Martina dit qu'après tout ce qui s'est passé, il était honté de la part du roi de demander grâce. Le frère se tourne vers Théodore désespéré et le supplie de le sauver de la sorcière folle. En entendant les paroles de Waldo, la jeune fille se détourne brusquement et se dirige vers le deuxième prince. Martina s'incline devant Théodore et demande à son roi la permission de couper la tête du prince. Au bout d'un instant seulement, Théodore, sans aucun regret, permet à Martine de réaliser son désir. C'est ainsi que se termina le règne de Waldo et que Théodore devint le nouveau roi de l'Empire Blanche. Le nouveau roi a conquis le cœur du peuple en lui montrant demander pardon à Dieu pour les péchés de son frère. Le jour du couronnement, Théodore donna à la jeune fille le titre de marquise et à partir de ce jour elle commença à s'appeler marquise Martina Owen de l'État. Martina, la dernière héritière du clan Leut, est devenue connue comme la gardienne de la famille royale. Martina a commencé à être appelée l'épée écarlate et sa renommée s'est répandue sur tout le continent. La réputation de la jeune fille a jeté une ombre sur le roi et depuis lors, l'Empire de Blanche a commencé à être appelé le pays écarlate. 8 ans plus tard, l'été fut de nouveau accusé de trahison en raison des motivations égoïstes du roi. Martina ne pouvait pas croire que Théodore Blanche puisse la trahir, elle et le clan. Le serviteur de la jeune fille rapporte que malgré la mauvaise influence du roi, de nombreuses personnes soutiennent la jeune fille. Le jeune homme assure que Martina doit profiter de cette opportunité et briser l'état de Blanche. La jeune fille tourna donc le fil de son épée contre le palais, soutenue par une grande armée. Martina entre dans la salle du trône et dit avec colère au roi qu'il lui a enlevé l'espoir qu'il lui avait lui-même donné. La marquise demande pourquoi le roi la trahit si impitoyablement. Théodore regarde tristement la jeune fille et déclare qu'il n'a rien à lui dire. Martina pleure de douleur et le roi lui demande pardon de l'avoir utilisée jusqu'au bout. Théodore se lève calmement et dit que la fille peut faire ce qu'elle doit. Le roi Théodore connut la même fin que son frère et Martina fut couronnée roi. Bien plus tard, de nombreux chercheurs étaient sûrs que le roi aimait Martina, mais tout cela n'était qu'une théorie. Les tentatives de destruction et d'exploitation du clan Letté se sont soldées par la destruction complète de la lignée royale. Par la suite, Martina écrasa le continent tout entier et forma ainsi l'Empire Carabella. Une fois le continent réunifié, l'impératrice se déplaça vers le sud, laissant le trône à son fidèle serviteur Elito. Jusqu'à sa mort, Martina n'avait pas d'enfant, la lignée du clan Letté a donc disparu. Le professeur termine en disant que depuis lors, aucun empereur n'a le droit de porter le nom de Carabella. La femme ferme le livre et dit que seule l'impératrice Martina était autorisée à porter ce nom. L'enseignant regarde la classe, les garçons et les filles sont profondément impressionnés par l'histoire qu'ils ont entendue. La jeune fille regarde distraitement par la fenêtre, il semble que ses pensées soient désormais bien plus loin que celles de l'impératrice Martina. Le professeur ajuste ses lunettes sur son nez et interpelle l'élève avec un mécontentement évident. Ce n'est que la 3e fois qu'elle entend son nom que la jeune fille se retourne et regarde le professeur avec surprise. Le professeur remarque sarcastiquement que, de toute évidence, les cours d'histoire sont trop faciles pour Astina. La femme est sûre que la jeune fille regardait par la fenêtre car elle connaît déjà le contenu de la leçon. L'Académie Pelate abrite les talents les plus brillants qui constituent le fondement intellectuel de l'Empire Carabella. Les étudiants passent des examens difficiles, si un étudiant échoue 2 fois, il est immédiatement expulsé. Le professeur ne comprend pas comment Astina peut réussir ses tests et obtenir des scores suffisamment élevés. L'enseignante décide que cette fois, elle ne freinera pas la frivolité de la jeune fille. La femme dit que Martina a aidé Théodore à éliminer tous ses rivaux politiques et demande combien de maisons nobles ont été détruites pendant cette période. Les élèves se regardent avec peur, ces informations ne figurent même pas dans le manuel. Tout le monde regarde Astina, qui ne prête attention à personne et replie pensivement ses doigts. La jeune fille dit que si l'on ne compte pas tous les nobles qui ont perdu leurs biens, 12 maisons au total ont été détruites. Réalisant qu'Astina a réussi à s'en sortir, le professeur pose la question suivante. La princesse Célin, la tante de Théodore, a épousé le duc d'Atal, pourquoi alors a-t-elle soutenu Théodore, qui n'était pas le prince héritier? Astina dit avec assurance que la concubine Ancelle, la mère de Théodore, était la fille aînée du comte Charotte et qu'elle servait autrefois de servante à Célin, dont ils étaient proches. L'enseignante dit d'un ton menaçant qu'elle ne savait pas dans quelle mesure l'élève comprenait l'histoire de l'Empire. En regardant la jeune fille, le professeur dit qu'elle aimerait connaître son opinion sur les recherches en cours dans ce domaine.
Astina dit que de nombreux érudits ont leur propre interprétation de la dernière conversation de Martina et Théodore. Beaucoup pensent que la future impératrice a tout planifié dès le début pour obscurcir délibérément l'esprit du roi et prendre le trône. Le professeur n'est pas loin et demande quelle est l'opinion personnelle de Miss Astina à ce sujet. Le professeur pense joyeusement que la jeune fille n'osera pas défier l'historien faisant autorité et attend la réponse avec intérêt. La jeune fille regarde la table et pense qu'elle a encore une fois compliqué sa vie et qu'elle devrait être plus prudente à l'avenir. Astina se lève et dit que pour Martina, la trahison de Théodore a été le coup le plus dur de sa vie. La jeune fille rougit et dit qu'à son avis, Martina a aimé le roi dès le début. Le professeur enlève ses lunettes et demande d'un ton menaçant si l'élève veut se moquer d'elle avec sa réponse. Mais ensuite la cloche sonne et littéralement une seconde plus tard, il ne reste plus un seul élève dans la classe. Kana sourit et dit que sa sœur a recommencé et s'est opposée au professeur. Les filles marchent dans le couloir et Astina dit qu'elle regardait par la fenêtre pendant le cours. Kana regarde sa sœur et se rend compte qu'elle est unique en son genre. La sœur cadette est un génie, elle a appris à parler beaucoup plus tôt et plus vite que les autres. Pendant que les enfants ordinaires apprenaient à marcher, Astina lisait des piles de livres sur l'histoire de l'Empire. Les parents ont commencé à enseigner les bonnes manières et l'étiquette à Astina en même temps que leur fille aînée. À la stupéfaction générale, la plus jeune des sœurs a maîtrisé ses leçons en 3 jours. En regardant les progrès de sa sœur, Kana s'est enfermée dans sa chambre et a déclaré qu'elle n'étudierait plus avec sa sœur. Plus tard dans la soirée, la mère explique à la fille qu'elle est très intelligente pour son âge et que ses parents sont fiers d'elle. La mère embrasse Kana et dit que ses filles sont les meilleures, mais Astina est une exception à la règle et il suffit de l'accepter. Kana se réveille de sa jeune sœur qui se faufile dans sa chambre. Avec une expression sévère, Astina déclare que sa sœur n'a pas besoin d'être critique envers elle-même, sinon cela la hantera et l'enchaînera jusqu'à sa mort. Plusieurs années plus tard, Kana voit sa sœur cadette dénoncer le nouveau chevalier d'escorte, Sir Isaan. L'homme, désespéré, admet qu'il s'est trompé et demande pardon à la jeune fille. Astina remarque froidement que si le chevalier reste ainsi, il ne pourra pas protéger son père et il sera tué. Apercevant sa sœur aînée dans les buissons, la jeune fille se penche vers elle et lui demande de garder secret tout ce qu'elle entend. Astina dit que le père sera déçu de l'incompétence de son subordonné. Kana est sûr que son père sera encore plus déçu que sa sœur pratique l'escrime, mais Astina dit avec assurance qu'être faible est beaucoup plus dangereux. La sœur cadette promet qu'elle offrira à Kana son dessert pendant un mois entier si elle accepte de tout garder secret. La sœur aînée pense que dès la petite enfance, Astina parlait comme un homme de 60 ans dans le corps d'un enfant de 5 ans. La jeune fille dit à sa sœur que, quoi qu'il en soit, elle ne doit pas contredire le professeur si elle veut terminer ses études jusqu'à la fin de ses études. Astina prononce pensivement le nom de la fondatrice de leur empire, Martina Owen de l'État Carabella. La jeune fille dit pensivement que le préfixe familial de était utilisé par les marquis du royaume de Blanche et que Martina devint plus tard reine. Kana se demande si l'impératrice n'a pas vraiment effacé de son nom le titre que lui avait donné le traître. La jeune fille se souvenait simplement du nom de l'impératrice, écrit dans les manuels, mais n'avait même jamais pensé à son origine. La sœur dit qu'Astina ne voulait pas abandonner le nom que Théodore lui avait donné. Kana regarde sa sœur avec surprise, et elle, réalisant qu'elle avait confondu le nom, admet à la hâte qu'elle s'est mal exprimée. Les filles marchent dans le couloir et Kana remarque que sa sœur comprend très bien les sentiments de Martina. Astina admet qu'elle connaît l'ancienne impératrice presque plus qu'elle-même. Leur amie Rachel court vers les filles, tenant des papiers dans les mains et s'étouffant de larmes. L'étudiante dit qu'elle a accidentellement lu une lettre adressée à Kana. Astina lui arrache les papiers des mains et commence à lire avec concentration. Rachel marmonne qu'elle a honte du malentendu, mais le contenu de la lettre est tout simplement terrible. Kana demande avec perplexité ce qu'il y a dans la lettre, mais sa sœur continue de lire attentivement. Incapable de résister à la tension, la sœur aînée exige haut et fort que les filles lui racontent immédiatement ce qui s'est passé. Astina regarde sa sœur avec une expression sombre et reste silencieuse. Rachel commence à raconter, la lettre dit que Kana devrait épouser le duc d'Atal. La jeune fille réalise avec horreur qu'il s'agit du fameux monstre Ducterio. La mère rapporte qu'aux dernières nouvelles, l'entreprise du père des filles a traversé une énorme crise. L'homme a investi tout son argent dans l'exportation, mais le navire transportant les marchandises a été pris dans une tempête et a coulé. En raison de dettes énormes, le manoir dans lequel ils vivent est sur le point de leur être confisqué. Mais le duché d'Atalanta, avec qui la famille faisait affaire, promit de couvrir toutes ses dettes. L'accord aura lieu à la condition que Kana épouse le duc d'Atal. À la fin, la mère écrit qu'il n'avait pas le choix et que le sort de toute la famille dépend désormais de la fille. Le mariage est prévu dans une semaine, Kana devrait donc rentrer chez elle le plus tôt possible pour discuter de tous les détails. Kana annonce qu'elle doit rentrer chez elle, se retourne et quitte rapidement la pièce. Le duché d'Atalanta,
une famille de dignes vassaux, remontant à la fondation du royaume de Blanche. La famille a conservé sa position de vassaux fidèles même après la fondation de l'Empire Carabella. De toute évidence, une famille aussi triviale que Réthé ne pourrait jamais contacter l'une des familles les plus anciennes et les plus nobles de l'Empire, mais les ducs ont un sérieux problème. L'actuel chef de famille était un monstre avec un corps couvert de fourrure, et personne ne savait exactement pourquoi et quand Thériault Van Atalanta était devenu ainsi. Cana claque violemment la porte du placard et se rend compte qu'elle n'a aucune issue. Une fille doit se marier et avoir un enfant de quelqu'un qui déchire les gens. Cana a eu l'impression qu'on lui avait simplement dit d'aller mourir. En entendant les pas d'Astina, sa sœur dit que la fille devrait savoir pourquoi elle la taquinait parfois. Cana dit que même si sa sœur est un peu bizarre, elle l'aime toujours beaucoup. Soudain, la jeune fille se jette au cou de sa sœur et se met à sangloter amèrement. Astina dit qu'elle ne doit en aucun cas partir. Cana déclare avec insistance qu'ils sont les descendants du comte Réthé et qu'il est maintenant temps pour elle de remplir son devoir et c'est ainsi que devrait être le mariage d'une noble dame. Astina est furieuse et dit que toutes les dames nobles ne se marient pas en prévision de la mort. Cana s'effondre et crie qu'elle n'a pas le choix car elle ne peut pas s'enfuir et vivre sa vie seule. La jeune fille pleure et dit que si elle n'accepte pas ce mariage, toute la famille s'effondrera. Astina dit gentiment qu'ils ne peuvent pas se permettre de vendre la vie de leur sœur à cause des erreurs de leur père. Cana pense que même un génie ne peut pas comprendre les fondements de ce monde et demande si sa sœur sait ce qui arrive aux aristocrates déchus. La sœur dit calmement que les hommes deviennent des ouvriers condamnés et que les femmes deviennent soit la maîtresse de quelqu'un, soit une prostituée. Astina demande obstinément si la souffrance des autres est plus importante que la vie de Cana elle-même. Cana répond avec insistance que personne ne peut vivre sans honneur, c'est pourquoi la question n'est pas discutée. Astina tend la main à sa sœur et dit qu'il est déjà tard et que les filles devraient reprendre cette conversation demain. Le soir, les étudiants discutent des dernières nouvelles et remarquent que Cana a même sauté le dîner et qu'elle couchera avec Miss Astina aujourd'hui. Les sœurs sont couchées et se souviennent qu'elles n'ont pas dormi dans le même lit depuis 10 ans. Enfant, lorsque Cana faisait des cauchemars, Astina venait calmer sa sœur, évidemment ce serait la dernière fois. La jeune fille regarde sa sœur qui pleure doucement et pense qu'elle ne peut pas la laisser partir. Astina regarde sombrement avec des yeux aveugles et décide qu'elle doit faire tout son possible, mais ne pas autoriser ce mariage. Soudain, la sœur cadette remercie la sœur aînée d'avoir gardé le secret et de n'avoir parlé à personne de ce risant. Astina dit qu'elle a été attrapée alors qu'elle voulait voler l'épée du chevalier. La jeune fille se souvient que le monsieur lui a donné une épée en bois et lui a promis de lui donner la sienne, un héritage familial, si elle parvenait à le frapper au moins une fois. En riant, Cana apprend que sa sœur a battu le chevalier, qu'il a perdu son héritage familial et est devenu ivrogne. Astina admet qu'elle a rendu l'épée avant d'entrer à l'académie. Cana dit qu'elle était simplement heureuse d'apprendre que sa sœur étudierait avec elle dans le même département de politique. Astina couvre sa sœur avec une couverture et dit qu'elle a besoin de dormir car elle devra se lever tôt demain. Un peu plus tard, la jeune fille écoute la respiration de sa sœur et s'assure qu'elle dort profondément. Astina se lève, récupère ses affaires tranquillement, en essayant de ne pas faire de bruit, et quitte la pièce. La jeune fille comprend qu'elle traverse les couloirs de l'académie pour la dernière fois et qu'elle ne pourra probablement jamais obtenir son diplôme. Des images de rois apparaissent dans la tête d'Astina et elle réalise avec désespoir que cette fois elle n'aura pas une vie normale. Quand la fillette eut 3 ans, elle prit pleinement conscience d'elle-même et fut surprise de réaliser qu'elle était née de nouveau. La jeune fille ne comprend pas pourquoi elle se souvient de sa vie passée, car plus de 100 ans se sont écoulés depuis sa mort dans le corps de Martina. La prise de conscience de tout cela était décevante et déprimante, car tous ceux que Martina connaissait étaient déjà morts. L'image de Théodore apparaît devant les yeux de la jeune fille et elle pense avec espoir que peut-être lui aussi a renaît. À un moment donné, Astina décide qu'elle n'est plus du tout Martina et doit accepter ce fait. Ayant décidé de s'accepter sous une nouvelle image, la jeune fille voulait vivre sa vie honnêtement et servir fidèlement sa famille. Astina entre dans l'écurie et se dit que l'événement qui s'est produit a modifié son sort. En route vers les portes de l'académie, la jeune fille se rend compte que Cana, qui a mené une vie mesurée, ne pourra pas survivre en tant qu'épouse d'un duc. Astina aperçoit une silhouette à la porte, mais elle est trop petite pour la sécurité. Cana bloque l'allée de sa sœur et lui demande avec colère de s'arrêter. La sœur demande avec surprise où Astina allait sans la prévenir. La jeune fille répond assez calmement qu'elle se dirige vers le duché d'Atalanta. Cana crie avec colère que sa sœur est trop confiante, cette fois son adversaire n'est pas un homme, mais un monstre. Astina baisse tristement la tête et dit que dans ce cas, elle peut le tuer sans regret. Cana saisit les rênes et demande à sa sœur de l'emmener avec elle. Astina déclare que c'est totalement impossible, mais sa sœur insiste obstinément sur le fait qu'elle doit absolument y aller. La jeune fille regarde sa sœur et, après un moment de silence, déclare froidement qu'elle ne le pense pas du tout. Réalisant qu'elle n'a pas d'autre choix,
Astina pousse sa sœur brusquement et avec force, la forçant à lâcher les rênes. Ignorant les cris de sa sœur, la jeune fille éperonne son cheval et quitte précipitamment l'académie. Dans le manoir Attal, les hommes réunis autour de la table discutent du fait que cela fait presque un an que le jeune duc s'est transformé en bête. L'un des hommes raconte que les 5 personnes qui sont entrées dans la chambre du jeune homme sont décédées et qu'ils n'ont donc plus aucun espoir d'héritier. À l'écart, Oliver, le dévoué majordome du jeune maître, se souvient avec tristesse de la façon dont tout a commencé il y a un an. Thériault a appelé le majordome et lui a dit qu'il ne se souvenait pas de la nuit précédente. Le jeune homme dit qu'en raison d'attaques fréquentes, il dort à peine la nuit, mais il n'a aucun souvenir. Oliver, réalisant de quoi parle le duc, crie de peur que cela ne puisse tout simplement pas se produire. Les grands-ducs d'Atalanta ont changé 15 fois au cours des 100 dernières années. Parmi ces ducs, 10 moururent avant d'atteindre l'âge adulte, tandis que les 5 autres terminèrent leur mandat, à la suite de leur titre. La maladie héréditaire était que les hommes perdaient la raison et l'intellect et se transformaient en monstres. Les symptômes commencent par des gerçures de la peau, des poils qui poussent sur tout le corps et des ongles qui se transforment en griffes. Ensuite, la situation s'aggrave et la personne finit par perdre la raison, se transformant en monstre. L'homme constate qu'ils ont perdu leur vigilance car les symptômes de monsieur ont commencé à apparaître beaucoup plus tard que d'habitude. Un autre homme affirme que s'il avait su ce qui allait se passer, il se serait inquiété à l'avance pour l'héritier. Le baron Vernon déclare que chaque opportunité doit être utilisée, car même les animaux ont la capacité de s'accoupler. Les hommes se mettent à crier avec horreur que le baron traite le duc comme un animal sauvage, et d'ailleurs, personne n'accepterait d'épouser un monstre. Vernon souligne calmement que l'affaire doit être utilisée par une famille en difficulté. Le baron se déclare prêt à écouter d'autres propositions, mais le silence règne dans la salle. Le vassal note que si tout reste tel quel, la maison d'Atalanta s'effondrera bientôt. Un mois plus tard, Oliver regarde par la fenêtre et pense que demain la dame de la maison de Rété devrait venir au palais. L'homme comprend que toute l'idée est éhontée et vulgaire et il ne veut pas être d'accord avec le baron Vernon, mais il espère quand même un miracle. Oliver se demande pourquoi ils ont décidé d'envoyer la plus jeune fille de Rota, célèbre pour son intelligence et sa beauté. On frappe à la porte et les servantes appellent le majordome. À l'entrée, Oliver aperçoit une femme presque entièrement cachée par une cape. À la surprise des domestiques, la jeune fille enlève sa capuche et demande pardon d'être arrivée plus tôt que prévu. La jeune fille se présente comme Astina Rota et elle est venue épouser le grand-duc. Oliver est surpris que la jeune fille soit arrivée un jour plus tôt, et même sans escorte, mais Astina répond qu'elle avait ses propres raisons. La jeune fille dit qu'elle devrait saluer tout le monde correctement, mais elle est tellement fatiguée qu'elle demande de reporter toutes les cérémonies à demain. Le majordome accompagne Astina dans ses appartements et pense que la jeune fille se comporte assez étrangement, comme si elle était pressée de mourir. Oliver se souvient de ses devoirs, s'incline et dit qu'il est heureux d'accueillir la dame au domaine Atalanta. Astina se retourne et dit qu'elle est fière d'avoir trouvé la demeure du premier chevalier de l'Empire. Oliver, choqué, pense qu'il ne s'attendait pas à entendre une telle chose de la bouche d'une jeune femme. Allongée dans l'eau chaude, la jeune fille pense qu'elle se sent incroyablement fatiguée à cause de l'intensité de la course. Astina pense que si elle était restée encore un peu plus longtemps, Cana l'aurait certainement suivie. S'étant précipitée chez elle, la jeune fille a demandé dès la porte pourquoi ses parents renvoyaient sa sœur. Astina crie que sa sœur n'a aucune chance contre le monstre et qu'elle mourra en vain dans sa maison. La mère tombe à genoux et répond que si elle avait eu le moindre choix, elle n'aurait jamais abandonné sa fille pour mourir. La fille déclare avec colère qu'elle ira à la place de Cana et que c'est uniquement son choix, pas celui de ses parents. Astina pense que si sa famille était pauvre, elle n'aurait rien à perdre. La jeune fille s'habille lentement avec l'aide des servantes et pense qu'elle doit d'abord évaluer l'état du duc. Astina n'est pas contre la naissance d'un héritier, mais si cela ne fonctionne pas, elle n'aura d'autre choix que de le tuer. Oliver frappe aux portes des chambres, mais la réponse est le silence. Le majordome craint que la jeune fille ne se soit enfuie, mais soudain des pas se font entendre derrière lui et une voix féminine demande ce qui s'est passé. Le majordome se retourne et est surpris de constater qu'Astina a réussi à revenir de l'entraînement si tôt. Oliver tend à la jeune fille une enveloppe et lui dit qu'elle contient un contrat de mariage. La jeune fille pense avec étonnement qu'elle n'a jamais entendu parler d'un mariage aussi rapide, mais ce sera encore mieux pour elle. Astina entre dans la salle, s'assoit et commence à lire attentivement les journaux. La dame note tristement que le nom de son premier mari, Thériault van Attal, ressemble étonnamment au nom de Théodore. Oliver dit que la fille doit tout lire attentivement et poser des questions si elle ne comprend pas quelque chose. Astina tend les papiers au majordome surpris et dit qu'elle a déjà tout signé. Le majordome regarde Astina en train de boire calmement du thé et remarque qu'il ne semble pas qu'elle ait été vendue à un monstre. Un peu plus tard, une femme qui se présente comme Rebecca Pellit s'approche de la jeune fille et lui dit qu'elle aidera Astina dans son union avec le duc.
La dame trouve très drôle d'épouser un homme qu'elle n'a jamais vu et aujourd'hui elle devra passer sa première nuit de noces. Rebecca dit timidement qu'elle veut aborder ce sujet avec prudence, car elle a peur de blesser les sentiments fragiles de la jeune fille. La femme rapporte que la principale difficulté est que le duc Thériault se présente désormais sous la forme d'un loup. Rebecca dit très sérieusement que la première nuit de noces des jeunes se déroulera sous une forme similaire. Astina pense de loin qu'au moins le loup est une belle créature, ce serait très gênant si le duc se révélait être une girafe. Rebecca rapporte que l'accouplement des animaux est très différent de l'accouplement des humains. Pas du tout gênée, demande quelle est exactement la différence, ce qui déroute beaucoup la femme. La fille regarde par la fenêtre, elle pensait avoir déjà traversé tous les cercles de l'enfer, mais aujourd'hui elle s'est rendue compte qu'elle devait encore endurer beaucoup de choses. Astina se rend résolument dans les appartements du duc et pense que si quelque chose ne va pas, elle le tuera simplement en premier. Pour la première fois depuis longtemps, la jeune fille a le sentiment d'être traitée comme un moyen et non comme une personne. Une image de Théodore apparaît immédiatement dans la tête d'Astina, annonçant qu'il a une dernière demande. Martina est horrifiée et dit qu'elle ne peut pas faire ce que le roi lui demande. L'homme déclare que la fille doit le faire. La jeune fille, les larmes aux yeux, demande pourquoi Théodore la traite si cruellement. Astina repousse résolument les souvenirs et décide fermement que tout cela appartient au passé. Auparavant, le baron Vernon avait déclaré que si la jeune fille mourait, tous leurs plans s'effondreraient et ils devaient donc utiliser tous les moyens pour sauver la famille Attal. L'homme sort une bouteille et dit qu'il s'agit d'un médicament utilisé pour le croisement d'animaux. Les hommes commencent à prier avec horreur, mais le baron assure que cela contribuera à augmenter leurs chances de succès. Qui a été témoin de cette conversation, avoue à la jeune fille qu'il a terriblement honte, car à cause de sa cupidité, il a commis de nombreux péchés. Astina fait un pas décisif vers les appartements du duc et dit qu'elle pourra enfin voir son mari. La jeune fille se tourne vers le majordome et lui demande de sourire, car aujourd'hui c'est un joyeux jour de mariage. Astina pense qu'elle doit faire tout son possible pour l'argent promis à sa famille et en même temps essayer de ne pas tuer le duc. Une heure plus tard, la vieille fille dit à Oliver qu'il faut laisser partir les jeunes filles, qui pourraient être effrayées par la vue du sang. Le serviteur rapporte qu'il a préparé des tranquillisants qui peuvent endormir même un ours sauvage. Le majordome écoute avec crainte le silence devant la porte et décide que si rien ne se passe dans une heure, ils devront rentrer. Soudain, la porte grince et Lady Astina apparaît de l'obscurité de la pièce. Choquant les domestiques, la jeune fille traîne le loup par la patte et rapporte qu'ils ont un petit problème. Astina montre du doigt le loup sans émotion et dit qu'il n'a aucune envie de s'accoupler. En entrant dans la chambre du duc, la jeune fille allume une lanterne et examine avec mécontentement le chaos qui règne alentour. Avant la malédiction, Thériault était considéré comme le célibataire le plus populaire avec une apparence très séduisante. En entrant dans les chambres, Astina remarque joyeusement une épée accrochée au mur. Enlevant l'épée, la jeune fille déverrouille la serrure et entre dans la cage avec la bête. Devant elle, sur une literie en lambeaux, se trouve un énorme loup blanc, à l'apparence menaçante qui ressemble véritablement à un monstre. Le loup pousse un grand rugissement, saute de sa place et se précipite droit sur la jeune fille. Astina saute adroitement, esquivant l'attaque et lève son épée pour frapper. Abasourdi par la rebuffade, le loup regarde la jeune fille avec surprise, ne sachant pas à quoi s'attendre d'autre d'elle. La bête s'élève de toute sa hauteur, sa fourrure se dresse et la bête émet un rugissement fort. Le loup attaque Astina encore et encore, mais à chaque fois, la fille esquive facilement les attaques. La dame comprend que le loup est fort, mais c'est une bête et ses méthodes d'attaque sont assez simples, elle prédit donc facilement ses mouvements. Après avoir attendu le prochain saut de la bête, Astina bondit et le frappe au ventre de toutes ses forces. La jeune fille regarde la bête inconsciente et pense qu'en tant que rivale, il n'est rien d'elle-même. Astina décide qu'elle doit accomplir ce pourquoi elle est venue ici et lève la patte arrière du loup. Soudain, la bête se réveilla et regarda avec étonnement la jeune fille assise entre ses jambes. Les yeux du loup s'écarquillent et il commence à gémir pitoyablement, regardant attentivement la jeune fille. En sortant de la pièce, Astina agite la main et déclare que le duc est assez lourd. La dame déclare que l'état du duc est bien pire que ce à quoi elle s'attendait. Astina regarde la bête et se rend compte qu'il est trop faible et qu'elle ne peut pas le tuer par légitime défense. Selon le contrat de mariage, la jeune fille doit donner naissance à l'enfant du duc, mais elle ne sait pas quoi faire si le loup ne s'y intéresse pas. Après avoir réfléchi un peu, la duchesse ordonne au majordome d'apporter une chaîne solide. La fille dit également que la pièce est trop sombre et poussiéreuse, vous devez ordonner aux domestiques de tout nettoyer là-bas. Après avoir mis un collier et une chaîne au loup, Astina l'emmène dans le jardin. À la surprise de tous, l'animal suit la fille calmement et docilement. En s'approchant de l'arbre, le loup se tient joyeusement sur ses pattes postérieures et commence à manger des pommes. Comme le pensait Astina,
l'air frais et l'activité sont nécessaires, peu importe que ce soit pour une personne ou un animal. La duchesse suggère que l'estime de soi de la bête aurait pu souffrir considérablement d'être enfermée et seule pendant si longtemps. Les servantes regardent par la fenêtre et n'en croient pas leurs yeux, non seulement la jeune fille a survécu, mais elle a également apprivoisé le monstre. L'une des servantes dit rêveusement que toute cette scène lui rappelle un conte de fées sur la Belle et la Bête. Une autre fille dit sarcastiquement que toute la scène ressemble davantage à une femme au foyer et son animal de compagnie. À l'autre fenêtre, la servante regarde la duchesse avec colère et se demande pourquoi elle a survécu. La jeune fille met sa main sur son ventre et pense que si tout ne se passe pas comme prévu, alors elle aura fini. Kana ne s'est pas levée du lit depuis une semaine maintenant, ses amis inquiets essaient de consoler la fille et de la nourrir. Kana pense douloureusement que sa sœur a décidé de mourir pour elle, et elle-même s'est révélée être une lâche et avait peur de vivre seule. En arrivant à la maison, la jeune fille apprit de ses parents qu'Astina était déjà partie pour le duché. Kana sanglotait de manière incontrôlable, sa mère accusait son père de tout et tout ce qu'il pouvait faire était de prier. La jeune fille se couvre la bouche avec sa main, pensant que sa petite sœur est probablement déjà morte. Soudain, l'un des étudiants tend une enveloppe à Kana et lui dit qu'une lettre est arrivée du duché. La jeune fille prend la lettre et commence à lire, et son ami lui conseille de prendre un jour de congé et de rentrer chez elle. Après avoir lu la lettre, Kana la jette, saute du lit et commence à courir. La sœur informe tout le monde qu'elle va bien et demande à Kana de ne pas s'inquiéter du fait que ce n'est pas elle qui s'est mariée. La jeune fille court dans le couloir, se souvenant des paroles de sa sœur selon lesquelles elle fera tout son possible pour rentrer chez elle dans environ 1 an. Kana était si plongée dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas l'élève venant vers elle et se précipita droit sur lui. Le jeune homme dit qu'il s'appelle Benjamin Lindro et qu'il s'est souvent battu avec Astina. L'étudiant demande anxieusement s'il est vrai que la jeune fille a épousé le duc Thériault. Benjamin lui serre la main et dit avec un sourire qu'Astina a une tactique spéciale qui humilie le perdant. La jeune fille essuie sa sueur avec sa main et conseille au jeune homme d'étudier davantage et de ne pas perdre de temps en bavardage. Le gars remarque que son amie est une escrimeuse talentueuse, mais alors pourquoi a-t-elle une arme aussi terrible? Astino déclare directement à son amie instantanément embarrassée que, malheureusement, elle n'a pas d'argent. La dame admet que sa famille est contre l'escrime et qu'elle n'a donc pu acheter cette pauvre épée qu'avec l'argent de poche qu'elle a économisé. Benjamin marche dans le couloir, portant une épée toute neuve à la main, un cadeau pour Astina, lorsqu'il tombe soudainement sur des étudiants bavards. Le gars se fige et apprend que la famille de la jeune fille l'a vendue au duc, avec qui un contrat de mariage avait déjà été signé. L'étudiante est horrifiée d'apprendre que le mari de son ami est le très célèbre duc Thériault. Kana serre les poings et dit à Benjamin que ce ne sont pas des rumeurs, mais la pure vérité. La jeune fille, les larmes aux yeux, raconte à l'étudiant que sa sœur est allée au duché à sa place. Benjamin est abasourdi par la nouvelle, jusqu'au dernier moment il a espéré que ce n'était que de stupides rumeurs. Soudain Kana crie que malgré tout, sa sœur est en vie, elle vient de recevoir une lettre de ses parents. La fille dit qu'il est temps pour elle de partir et de se préparer à rentrer chez elle. Benjamin est content qu'Astina aille bien, mais tout s'est passé si soudainement, ce qui se passe réellement. Pendant ce temps, la duchesse étudie attentivement les livres, apprend des informations très utiles et commence progressivement à comprendre les bases de la formation. La jeune fille regarde le loup, lui tend la main et lui dit de manière décisive de lui donner sa patte. La bête grogne, puis frappe sensiblement Astina sur sa paume tendue. La jeune fille se rend compte que le loup lui a délibérément frappé la main et se demande si cela peut être considéré comme une exécution d'un ordre. La bête se lève et montre les dents, Astina se rend compte qu'il a toujours une mauvaise attitude envers elle. La jeune fille se lève, s'approche calmement du loup et lui ordonne de s'asseoir d'une voix douce. La bête ronge l'os et ne regarde même pas en direction de la duchesse, ignorant complètement son ordre. Astina pense qu'il n'est pas facile pour un animal de comprendre ses ordres vocaux sans l'aide de sa main. La jeune fille pose sa main sur l'épaule du loup et appuie légèrement, indiquant clairement ce qu'elle attend exactement de lui. Après quelques minutes, la bête s'assoit, Astina le félicite joyeusement pour son bon travail. La duchesse caresse la tête du loup et pense qu'en étant dressé, il pourra vivre parmi les gens après qu'elle aura quitté cet endroit. La jeune fille regarde l'animal, qui lui rappelle beaucoup Théodora, et décide d'appeler temporairement le loup Théo. Soudain, le baron Vernon apparaît dans le jardin et déclare avec colère que, bien que le duc soit désormais fou, il est néanmoins le mari de la jeune fille. Oliver informe la duchesse perplexe qu'il s'agit du baron Vernon, l'un des vassaux du duc. La jeune fille dit avec un sourire qu'elle considérait le baron comme capable d'intriguer dans son dos, mais il s'est finalement montré. En se détournant, Astina dit que comme prévu, l'homme n'a aucune honte. Le baron pense avec étonnement que cette petite poubelle ose encore se montrer insolente, se faisant passer pour une duchesse, alors qu'elle a simplement été vendue pour de l'argent.
La jeune fille dit avec colère que le baron devrait se rappeler plus souvent qui elle est et ne pas agir comme s'il était son suzerain. Astina s'approche de Vernon et dit que le baron ne montre pas son respect au duc avec son impolitesse arrogante. La jeune fille tend la main et gratte le menton du loup, ce qui ravit la bête. Astina déclare que jusqu'à ce que le duc reprenne ses esprits, elle est le chef de famille et le baron ne devrait pas l'oublier la prochaine fois qu'il décidera de franchir la ligne. Vernon dit obstinément que ses actions sont offensantes pour sa seigneurie et lui, en tant que vassal, ne peut pas fermer les yeux sur cela. La duchesse dit que c'est drôle d'entendre de tels propos de la part de celui qui a enfermé le duc dans une cage et a donné l'ordre de sa reproduction. Oliver regarde la jeune femme avec admiration et ne comprend pas d'où lui vient une telle confiance en elle. Astina tapote l'épaule du baron et dit que s'il comprend sa place, il peut y aller. La duchesse demande au majordome ce que le baron a oublié dans le château, ce à quoi Oliver répond qu'il y a aujourd'hui une réunion de vassaux. La jeune fille se retourne brusquement et demande pourquoi elle n'en sait rien. Oliver répond que le duc lui-même a toujours assisté à ces réunions, mais Astina déclare qu'il est temps de changer ses règles. Menant le loup par la laisse, la duchesse se dirige vers le château et remarque qu'il est temps pour elle de renforcer son autorité. La duchesse écrit quelque chose et dit au majordome de lui donner un cachet qu'il utilise à la place de la signature du duc. Oliver tend docilement le sceau, se demandant avec intérêt ce que fait sa seigneurie. La jeune fille tend la main à Théo, allongé sur le sol, et lui ordonne de lui donner sa patte. Après avoir apposé un seau dans la patte du loup, Astina le tamponne habilement sur tous les documents préparés. Oliver se penche vers la jeune fille et lui demande la permission de lui demander de quel genre de document il s'agit. La duchesse lit que par ce document Thériault Van Atalanta fait entièrement confiance à son épouse pendant la durée du contrat de mariage. Théo Astina attache l'épée dans son dos, décidant à juste titre que cela ne serait certainement pas superflu dans l'état actuel des choses. Oliver comprend que les vassaux ne seront pas ravis que la duchesse ait volé le sceau, mais il veut vraiment voir ce qu'elle fait. Après avoir écouté Vernon, l'un des vassaux déclare que madame ne connaît pas sa place et ne comprend pas comment elle leur doit tout. Le baron rapporte avec colère qu'il n'a jamais été aussi humilié auparavant. Les hommes discutent du fait que la famille de Rété aurait été sur le point de mourir sans eux, mais la jeune femme a décidé qu'elle avait désormais le pouvoir. Oliver ouvre respectueusement la porte et la duchesse entre dans le hall, conduisant Théo à côté d'elle. La jeune fille s'assoit et dit qu'elle s'appelle Astina Van Atalanta et elle est très heureuse de voir tout le monde présent. Le baron Vernon saute de sa chaise et demande ce que fait madame lors de la réunion. Astina demande en souriant si le propriétaire de cette maison a besoin d'une raison pour vérifier ce qui lui appartient. Le baron dit avec colère que la dame ne peut pas être la maîtresse de cette maison tant que sa seigneurie est en vie. La duchesse montre à chacun la procuration et déclare qu'elle refuse d'accepter toute objection à moins qu'elle ne vienne du duc lui-même. Astina se tourne vers le loup et lui demande si tout lui convient. Théo en réponse regarde la fille avec dévouement. La jeune fille retourne dans ses appartements et réfléchit que même d'un seul vassal, on pourrait conclure qu'ils sont tous pareils ici. La duchesse ordonne à Oliver de lui apporter tous les rapports sur la situation du duché. Le majordome regarde sa maîtresse avec admiration, il n'a jamais vu de telle femme, et si l'impératrice Martina était en vie, alors elle serait probablement exactement la même. Dans la capitale, Benjamin annonce à son père qu'il envisage de faire une pause dans ses études et de se rendre dans le duché d'Atalanta. Le jeune homme dit qu'Astina s'est mariée à cause des dettes de ses parents et que si elle le fait sous la contrainte, il doit la sauver. L'homme se demande si son fils n'a pas un plan astucieux pour forcer la jeune fille à divorcer du duc. Le gars dit qu'il doit appliquer toutes ses connaissances juridiques pour annuler le mariage, et si cela ne l'aide pas, il n'aura qu'une seule issue. Benjamin dit tristement qu'Astina n'est pas seulement une amie pour lui, et des souvenirs de leur connaissance surgissent immédiatement dans sa tête. Il y a 6 ans, un étudiant traversait la place lorsqu'il a soudainement vu une foule de gens et des cris forts. En se rapprochant, le gars apprit qu'une fille essayait de se battre avec Adolphe pour son droit d'utiliser le terrain d'entraînement. Benjamin aperçoit une petite jeune fille et se demande comment elle a pu avoir la détermination de se battre avec un homme fort local. La jeune fille déclare que tous les étudiants de l'académie ont le privilège d'utiliser le terrain d'entraînement. Adolphe regarde la fille avec un sourire et lui dit de se perdre tant qu'elle est encore en vie. La dame remarque froidement qu'il est peu probable que quelqu'un qui ne juge que par l'apparence puisse devenir un sage chevalier. Astina conseille au gars de changer de professeur, car la noblesse chevaleresque qu'il a apprise est si basse. Benjamin remarque que bien que la jeune fille parle étrangement, elle ne cède pas un seul mot à son adversaire. Adolphe invite Astina à montrer ce qu'elle peut faire et à couper les bûches qui se trouvent derrière lui. Soudain, la dame jette un gant au visage du gars et déclare qu'elle, Astina Rété, le défie en duel. Adolphe lève son épée au-dessus de sa tête, espérant que la jeune fille ne pourra pas résister à son coup avec de si petites mains.
Astina bloque facilement l'attaque, laissant l'homme fort complètement désorienté. L'épée du gars glisse et la jeune fille presse son épée contre sa gorge. Après quelques instants, Astina rengaine son épée et dit à Adolphe de ne pas apparaître sur le site tant qu'elle y est. Le gars fond en larmes et la fille, embarrassée, pense qu'elle est allée un peu trop loin. Surpris, Benjamin s'approche d'Astina, se présente et vous dit qu'il est heureux de vous rencontrer. Studen dit qu'il a tout vu et que les compétences de la fille l'ont étonné, alors il veut aussi se battre avec elle. Voyant la confusion de la dame, le gars admet qu'il compte sur elle, car il y a peu de gens dans l'académie qui soient aussi doués avec une épée. Astina change sa colère en miséricorde, serre la main de Benjamin et dit qu'elle s'entraînera volontiers avec lui. Un mois plus tard, les jeunes étudient dur et le gars remarque avec un sourire qu'après cet incident, Adolphe n'est plus visible. Astina coupe des bûches en silence. Benjamin demande avec surprise pourquoi la fille étudie si dur si elle étudie à la faculté des sciences politiques. La dame répond calmement qu'elle ne fait que se renforcer, car il est trop dangereux d'être faible. Benjamin révèle qu'il s'est mis à l'escrime parce qu'il n'a pas réussi à protéger quelqu'un qui en avait besoin. La fille répond que dans ce cas, le gars doit devenir encore plus fort et propose de lever son épée. L'étudiant admet timidement que la manière de parler d'Astina lui donne involontairement envie de plier le genou. Le jeune homme regarde l'épée fabriquée spécialement pour la jeune fille et pense résolument que quoi qu'il arrive, il lui viendra en aide. Le baron Vernon pense furieusement que si son plan avait réussi, les 3 générations suivantes pourraient vivre heureuses pour toujours, mais la jeune fille impudente ruine tous ses plans. Les vassaux du duc bavaient devant son énorme fortune et devinrent encore plus audacieux lorsque leur maître se transforma en monstre. Ils pensaient que s'ils parvenaient à préserver la famille, au moins formellement, les 20 prochaines années leur appartiendraient. Ce fut le cas jusqu'à l'apparition d'Astina, qui déclara qu'elle s'occuperait elle-même du duc. L'un des hommes déclare que la duchesse n'est qu'une femme et que cela suffira à l'intimider convenablement. Vernon suggère de lancer une rumeur scandaleuse selon laquelle la femme du duc aurait disparu en pleine nuit. Le baron reçoit l'approbation d'autres vassaux et dit qu'ils doivent réfléchir à qui peut kidnapper la duchesse. Soudain, la porte du hall s'ouvre et un homme entre en courant en criant qu'ils ont de gros ennuis. Ignorant le mécontentement des vassaux face à une apparence aussi étrange, l'homme rapporte que le baronnet Ardel a été arrêté. 1 heure plus tôt, Astilla était assise dans le bureau du duc et étudiait des papiers. Il ressort clairement des documents que les choses vont très mal dans le domaine et que la majeure partie de l'argent finit dans les poches du gérant. Oliver rapporte que si madame souhaite voir le gérant, alors le baronnet Ardel se tient au manoir. Le majordome dit que l'homme est venu tôt le matin pour protester auprès de madame, mais il a décidé de ne pas le laisser entrer dans le manoir. La duchesse remarque que tout cela est très intéressant, appelant Théo, lui propose d'aller voir le baronnet. Le loup pose fidèlement sa patte sur la main de la jeune fille, et Oliver pense avec étonnement qu'avant personne ne pensait même à s'approcher de lui. Lorsque le duc devient trop un animal de compagnie, le majordome éprouve des sentiments mitigés, mais surtout du soulagement. Astina dit à Oliver de prendre les chevaliers comme escorte et de lui amener le baronnet Ardel. Quelque temps plus tard, les chevaliers font entrer dans le bureau un homme qui résiste désespérément. L'homme crie avec colère que la duchesse compromet les normes sociales et que lui, en tant que vassal de sa seigneurie, n'est plus en mesure de tolérer sa dictature. Astina dit froidement qu'elle n'a pas appelé le baronnet à cause de la grève qu'il a organisée devant le manoir. Un livre de contes tombe devant l'homme, et celui-ci, réalisant ce que cela menace, demande avec horreur de quoi il s'agit. La duchesse déclare d'un ton menaçant que si Ardel est si incompétent, il perdra son titre, mais s'il a tout compris, il doit être puni. Le baronnet baisse la tête et demande grâce, admet qu'il n'a pas pu résister à la cupidité. Astina tapote pensivement ses doigts sur la table et pense que les petits frettins sont tous comme ça, elle n'a rien vu de nouveau. Le baronnet affirme avec dévouement que depuis 10 ans il a servi le bien public avec dévouement. La jeune fille affirme qu'une personne reconnue coupable de détournement de fonds n'a pas le droit de parler de loyauté. Le baronnet dit en larmes qu'il a une femme et des enfants qu'il doit nourrir. La duchesse réfléchit que le crime n'est pas vraiment si grave. Ardel continue qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins d'une famille dotée d'un titre de baronnet, qui n'est même pas hérité. Soudain Théo se lève et, grognant d'un air menaçant, se dirige vers le baronnet, qui commence à trembler d'horreur. Astina regarde l'homme et dit qu'elle envisagera de réduire sa peine s'il lui dit tout ce qu'il sait. À côté de l'énorme loup, la duchesse semble complètement fragile, d'autant plus l'étonnement de son entourage qu'elle ait réussi à apprivoiser la bête. Les servantes racontent qu'Astina a réussi à nettoyer complètement les vassaux qui volaient le maître. Grâce aux aveux du baronnet Ardel, tous les vassaux qui pillèrent le trésor furent arrêtés. Le chef était celui qui avait le plus d'influence depuis que le duc s'était transformé en monstre. Oliver devinait qu'il y avait des détourneurs de fonds, mais maintenant personne n'oserait contrarier l'astucieuse duchesse.
Les femmes de chambre dans la cuisine discutent du fait que le baron Vernon ne sortira plus jamais de prison pour le reste de sa vie, et la situation d'Elisa est devenue tout simplement ridicule. L'une des filles dit en riant que c'est ce dont elle avait besoin, cela ne servait à rien de compter sur quelqu'un pour la défendre. Les servantes disent qu'Elisa est la même servante, mais ayant décidé de suivre le baron, elle s'est simplement assise sur leur cou. Elisa boitille dans la cuisine et demande avec colère de quoi parlent les filles. Soudain, la jeune fille s'approche d'une des servantes et la gifle de toutes ses forces. Elisa tremble de rage et les filles crient qu'elle a complètement perdu la tête. La jeune fille déclare avec colère que cela arrivera à quiconque ose discuter sans ménagement des autres. La servante s'approche d'Elisa et lui crie que ses ébats sont terminés, car le baron a été arrêté. Elisa crie en larmes pour qu'on la laisse seule et sort en courant de la cuisine. Les servantes se regardent avec confusion, les rumeurs selon lesquelles il y avait une relation étroite entre la jeune fille et le baron sont-elles vraies? Il y a 4 mois, malgré les déclarations d'Elisa selon lesquelles elle avait un fiancé, le baron a assuré que la position de sa maîtresse apporterait de grands avantages à la jeune fille. Les discours de l'homme étaient habiles, il était très affectueux avec la fille et à la fin, elle a cessé de résister. Le fait qu'elle soit maintenant profanée a pesé lourdement sur Elisa, et elle a écrit à son fiancé au sujet de la séparation et a coupé tout contact avec ses parents. La fille est devenue irritable, même des choses mineures la mettaient en colère. Et quelque temps plus tard, Elisa a découvert qu'elle aurait bientôt un enfant. Un jour, Vernon a dit que la maison du propriétaire était vide et que la jeune fille pourrait lui rendre service si elle obtenait des informations. En entendant le refus, le baron a déclaré qu'il la quitterait et qu'une fille seule avec un enfant dans les bras n'aurait une vie tranquille nulle part. Elisa a essayé tous les moyens possibles pour se débarrasser de l'enfant. Cependant, par la volonté du Seigneur, une nouvelle vie a continué à se développer en Elisa. La femme de chambre a commencé à travailler beaucoup plus lentement et moins bien, et un jour, un chiffon lui a volé au visage. Les autres servantes commencèrent à reprocher à Elisa qu'en raison de sa lenteur, elles avaient beaucoup plus de travail à faire. La jeune fille a attaqué de manière agressive en réponse aux affirmations, la rage l'a simplement submergée. Elisa est venue voir Vernon et a déclaré qu'elle ferait tout ce qu'il lui demanderait de faire si l'homme la protégeait. Vernon posa sa main sur l'épaule de la servante et dit qu'il était confiant dans son choix. À partir de ce jour, le baron prit la jeune fille sous sa protection, elle sentit le goût du pouvoir et à de tels moments sa tristesse s'éloigna. Le baron a continué à exercer une pression psychologique sur Elisa, affirmant qu'il l'aimait et qu'ils avaient toute la vie devant eux. 4 mois plus tard, Astina est apparue au château et tous les projets du couple se sont effondrés du jour au lendemain. La belle duchesse, comme dans les vieux contes de fées, a apprivoisé le monstre. En un instant, Astina prit le pouvoir, prit le contrôle du domaine et envoya tous les vassaux corrompus en prison. Elisa comprend que très probablement elle et l'enfant seront expulsés du château et si elle revient au village, ils la lapideront, la traitant de pute. En arrivant au donjon, la jeune fille décide de mendier au baron au moins un peu d'argent par tous les moyens possibles. Vernon déclare qu'il savait que la fille viendrait lui rendre visite. Le baron passe les barreaux et lui dit de prendre ce qu'il a dans son poing. L'homme desserre le poing et Elisa voit une étrange fiole en verre, le baron dit que c'est du poison. Vernon dit à Elisa d'ajouter du poison au thé de la duchesse, c'est le seul moyen pour lui et la fille de survivre. La servante refuse résolument, mais le baron dit que s'il meurt, elle n'aura de toute façon pas la vie. Elisa réalise tristement que si elle ne suit pas les paroles de Vernon, elle mourra bientôt elle aussi. Quelques jours plus tard, Elisa arrive au bureau avec un plateau et dit qu'elle a préparé du thé pour madame. La duchesse fait une pause, caresse affectueusement Théo et lui demande s'il aimerait quelque chose à mâcher. Astina se tourne vers la servante et remarque que son ventre a grossi. Elisa n'a pas le temps de dire un mot et la duchesse dit calmement qu'il vaut mieux qu'une fille ne récupère pas ce qu'elle a caché dans sa manche. Astina rapporte calmement que si Elisa veut l'empoisonner, le poison aurait dû être versé à l'avance. La servante tombe épuisée au sol et supplie madame de l'épargner. La duchesse regarde la servante et lui demande si elle propose vraiment de laisser celui qui a tenté de faire du mal en cachette dans le manoir. Elisa commence à avouer qu'elle porte l'enfant du baron Vernon. La servante dit tristement que la dame devrait savoir ce qui arrive à une femme qui donne naissance à un enfant sans mari. Elisa crie de désespoir qu'elle avait trop peur de tout ce qui s'est passé et qu'elle voulait juste survivre. Astina prend le poison de la fille et la libère, disant qu'elle l'appellera quand elle en aura besoin. À la taverne, le patron raconte à Benjamin qu'il a eu beaucoup de chance d'accéder à la dernière salle libre. L'étudiant pense que le voyage jusqu'à Athal prendra 5 jours, même s'il roule sans repos, il a donc simplement besoin de reprendre des forces. Soudain, le jeune homme entend de grands cris féminins demandant aux hommes de s'arrêter et de ne pas faire ce qu'ils ne devraient pas faire. En se retournant,
Benjamin voit la servante gronder l'homme pour l'avoir peloté. En entendant les excuses du visiteur, le gars pense que les gens comme lui disent toujours la même chose. Benjamin se rend compte qu'il ne peut pas laisser la femme dans le pétrin et intervient de manière décisive dans le scandale. Un homme complètement ivre se lève derrière le comptoir et titube en disant que ce n'est pas chevaleresque de traiter les femmes de la sorte. Les hommes se fichent d'étonnement et tentent de comprendre qui a décidé de s'immiscer dans leurs affaires. Isaan regarde les hommes avec mépris et déclare qu'il a appris le maniement de l'épée auprès d'une jeune femme célèbre. La société commence à rire bruyamment du fait qu'un homme énorme a appris à manier une épée auprès d'une fille. Benjamin se fige et écoute attentivement les paroles de l'ivrogne. L'étudiant demande si le chevalier parle d'Astin Rota. Isaan se retourne et demande comment le gars connaît le nom de sa maîtresse. Soudain, l'homme devient furieux et attaque le jeune homme, l'accusant d'être un espion. Astina se penche sur l'homme agenouillé et lui demande s'il sait pourquoi il a été amené. Le baron Vernon regarde la jeune fille et dit qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé. Remarquant Elisa, le baron pense avec colère qu'elle l'a piégé, lui attachant les mains et les pieds. La servante a avoué à la duchesse tout ce qu'elle avait enduré, comment le baron l'avait déshonorée et avait ensuite voulu la quitter. La plupart des habitants de Carabella pensaient qu'il fallait épouser celui qui leur avait enlevé la virginité. Mais non seulement Vernon n'a pas assumé la responsabilité de l'enfant, mais il l'a également utilisée, la forçant à tuer madame. Astina dit au baron que le véritable animal n'était pas le propriétaire, mais son serviteur. L'homme se met à crier qu'Elisa ment tout le temps, que c'est une fille salope et qu'elle a trompé un enfant dont ne sait qui. Vernon se précipite vers la jeune fille et crie qu'elle a déshonoré son honneur. Tordu par les chevaliers, le baron change de tactique et dit que quoi qu'il arrive, il aime sincèrement Elisa. Astina s'approche de l'homme et lui demande froidement quel est le rapport entre cette information et ce qu'il a fait. La duchesse dit que non seulement l'homme est accusé d'extravagance, mais qu'il a également osé empiéter sur sa vie. Astina déclare que les dépenses de l'enfant seront déduites des biens confisqués du baron Vernon. La jeune fille dit à Elisa que ce sera une compensation à vie et elle admet la culpabilité du propriétaire, qui n'a pas réussi à garder la trace de sa femme de chambre. Se tournant vers le baron, Madame lui rapporte que la condamnation à mort sera exécutée dans 3 jours. Élise Astina dit que même si la jeune fille a tout fait sous pression, elle n'est pas non plus innocente. La duchesse déclare qu'elle ne peut laisser au château celui qui a tenté de nuire à sa maîtresse et l'expulse du duché. Réalisant qu'elle reste en vie et qu'elle a des moyens de subsistance, la servante remercie sincèrement Astina d'avoir cru ses paroles. La jeune fille se souvient qu'à un moment donné, elle a tout fait pour se venger et survivre, elle a serré les dents et a obéi à l'ordre de Waldo de passer la nuit ensemble. Mais Astina n'a jamais senti qu'elle s'était ternie avec cela, car elle s'est finalement complètement vengée de ses ennemis. En regardant Elisa, la duchesse regrette que toutes les femmes n'en soient pas capables. Benjamin dit à Isaan qu'il n'est pas un espion, il étudie avec Miss Astina dans la même académie. Soudain, le chevalier se met à sangloter bruyamment et admet que sa maîtresse lui manque beaucoup et qu'il n'arrive pas à croire qu'elle se soit mariée si tôt. Les hommes, perplexes, disent que le chevalier et le gars s'en sont pris à eux, et maintenant ils font des blagues, ce qui signifie qu'ils doivent tous les deux recevoir une leçon. Le grand homme court vers Isaan, qui est assis par terre, et lève la jambe pour frapper. Quelques instants plus tard, l'homme et le gars se tiennent au-dessus de leurs rivaux vaincus et se serrent la main en se présentant. Les hommes s'agenouillent tandis que Benjamin leur ordonne de s'excuser auprès de la femme. La servante regarde avec colère les coupables et demande la permission de leur donner également une bonne raclée. L'étudiante et le chevalier se regardent avec perplexité, mais conviennent qu'elle a le droit de le faire. Quelques minutes plus tard, les hommes présentent un nouvel amas de bosses et de contusions. La servante remercie joyeusement les hommes et dit qu'ils sont de vrais chevaliers et protecteurs. Benjamin se tourne vers les agresseurs et dit que s'il décide de se venger de la femme, il reviendra et ne restera pas à l'écart. Isaan tapote l'épaule du gars et lui propose un verre de boisson, puisque le destin lui-même les a réunis. Le chevalier note que nous devons encore attendre la fin de la pluie, et il a quelques histoires intéressantes sur les jeunes années de Miss Astina. 3 jours plus tard, sur ordre de la duchesse, le baron Vernon fut exécuté et Elisa quitta le château du grand-duc. Beaucoup pensaient que la femme de chambre avait reçu une punition trop clémente, mais Astina a pris en compte la situation de la victime avant de commettre le crime et l'a généreusement relâchée. Il pleut sans arrêt pendant 2 jours, et la jeune fille et Théo passent tout leur temps au bureau. Mais même les jeux en salle ont une limite, le loup n'a clairement pas assez de promenade. Oliver remet les papiers des filles et dit qu'il s'agit d'une liste de biens confisqués au baron Vernon. Le majordome rapporte que les membres de sa famille se sont barricadés dans le manoir et refusent de partir. Le vieux chef de famille se rebelle, affirmant qu'il n'a pas l'intention de tout perdre à cause de la fraude du domestique. Astina soupire de lassitude et lui dit de dire au vieil homme qu'il sera interrogé en profondeur sur la dissimulation des autres crimes du baron.
Oliver frémit aux paroles de la jeune fille selon laquelle elle peut à tout moment lui permettre de goûter au cadeau que lui a envoyé le baron. Astina fait partie de ces personnes qui sont convaincues que chacun devrait recevoir ce qu'il mérite. La duchesse est stricte, mais traite ses subordonnés avec gentillesse, mais est infiniment impitoyable envers ceux qui la contrarient. Les vassaux stupides n'ont pas pris en compte les particularités du caractère de madame et se sont opposés à elle, la poussant ainsi à agir. On frappe à la porte et la femme de chambre rapporte que la duchesse a des invités. Perplexe, qu'il n'y a eu aucune lettre annonçant les visites. Complètement mouillés, Benjamin et Isan racontent avec joie comment ils se sont croisés par hasard dans une taverne et ont décidé de rendre visite à leur maîtresse ensemble. La jeune fille boit du thé et remarque qu'après un tel voyage sous une pluie battante, les hommes doivent immédiatement se laver. Benjamin s'exclame que leur apparence n'a absolument aucune importance, lui demandant de raconter enfin ce qui lui est arrivé. Astina rapporte calmement qu'elle vient de se marier et Benjamin en a probablement déjà entendu parler. Le jeune homme remarque que la duchesse a l'air complètement ajustée et calme. Sœur Isa en recommence à pleurer. Benjamin surpris demande s'il va bien. Astina rapporte avec indifférence qu'il est évident que le chevalier est entré dans une profonde frénésie et que cet état est normal pour lui. Isa en dit que son cœur se brise à cause du mariage précoce de la jeune femme. En réponse à la remarque de l'étudiant selon laquelle elle avait manqué au chevalier, la jeune fille dit avec un sourire qu'il aime juste boire. Astina se souvient que lorsqu'elle a pris son héritage familial à sœur, il s'est mis à boire par tristesse, et quand elle l'a rendu, il a organisé une fête pour célébrer. Quand Isan a été emmené, Benjamin dit sérieusement qu'il était sûr que la fille avait été forcée à se marier. Astina dit honnêtement que pour Cana, ce serait de la coercition, mais pour elle, ce n'est qu'un marchandage acceptable qui ne permettrait pas à sa famille de faire faillite. Soudain, la jeune fille commence à se demander si tout va bien avec Théo, elle se sent désolée de l'avoir enfermé, alors elle décide de le laisser au bureau. Astina se rend compte avec surprise qu'elle s'est attachée au loup et lorsqu'il tombe hors de sa vue, elle commence à s'inquiéter. La jeune fille traite Théo comme un enfant déraisonnable et pense que la solitude pourrait bien être à l'origine de sa folie passée. Benjamin déclare fermement que si le mariage d'Astina est contre sa volonté, alors il la fera sortir d'ici. La jeune fille est confuse et dit que le jeune homme n'a que le titre de baronnet, décerné pour avoir réussi le certificat, alors avec quelle force veut-il l'aider? Le jeune homme déclare qu'il peut tout faire si Astina y consent. La duchesse regarde son camarade avec perplexité pour voir si sa détermination cache des sentiments pour elle. Benjamin rapporte qu'il connaît la force de la dame, mais qu'il est impossible de prévoir toutes les circonstances. Le gars, dans le feu de l'action, demande comment il peut être sûr que le monstre ne lui fera pas de mal. Pour que le jeune homme soit serein à son sujet, Astina décide de lui montrer Théo. La porte s'ouvre légèrement et Benjamin remarque avec un frisson la silhouette du monstre duc. La lumière s'allume et le gars voit comment un énorme loup sur ses pattes postérieures rencontre son propriétaire et remue joyeusement la queue. S'accrochant à la bête, Astina dit qu'il s'agit du duc Thériault. Benjamin est très embarrassé, ce n'est clairement pas le genre de monstre qu'il s'attendait à voir. Le jeune homme est découragé, ce qui veut dire qu'Astina a vraiment épousé la bête. La jeune fille invite le jeune homme à prendre un congé sabbatique et à travailler pour la famille Atalanta. Benjamin regarde la jeune fille avec confusion, est-ce vraiment ce que devrait être son aide? La duchesse dit qu'en l'absence du duc, la situation dans le domaine est triste et qu'elle a besoin d'aide. Le jeune homme apprend avec tristesse qu'Astina sera heureuse de recevoir un spécialiste aussi compétent que lui. Benjamin est venu ici dans un but complètement différent, et non pour condamner le sort du domaine. Le gars regarde le loup et pense qu'il pourrait accepter le fait qu'Astina a rencontré une personne digne, mais certainement pas une bête. L'élève demande ce qui se passera s'il refuse. Au lieu de répondre, la jeune fille donne à Théo l'ordre de faire face. Benjamin sursaute de peur, ne croyant pas que sa copine lui fasse ça. Théo s'allonge calmement aux pieds de la duchesse et ne réagit en rien à son étrange ordre. La fille dit en riant qu'elle plaisantait et n'a pas enseigné de tels ordres au loup. Le gars est simplement découragé. Astina rapporte qu'en échange du paiement des dettes de sa famille, elle doit donner naissance à un héritier, et après cela, elle envisage de divorcer du duc. Benjamin sursaute d'horreur, il ne s'attendait pas à entendre ça. Le jeune homme regarde sa petite amie avec désespoir, il est prêt à lui saisir immédiatement la main et à l'emmener d'ici. L'élève se demande si c'est le bon moment pour avouer ses sentiments. Le jeune homme dit à Astina qu'il la croit et qu'il l'a toujours été, et la jeune fille lui demande s'il acceptera sa proposition. Benjamin dit avec insistance qu'il a toujours voulu donner un peu plus à la fille. La duchesse ne comprend pas pourquoi elle regarde Benjamin, et devant ses yeux se trouve son fidèle assistant, bras droit, Elito.
un ami fiable et proche qui est resté avec Martina même sur son lit de mort. Réalisant que le mec ne restera pas, la jeune fille le remercie chaleureusement pour son inquiétude. Benjamin dit qu'il attendra toujours Astina et qu'elle pourra revenir vers lui à tout moment. La duchesse dit que partir comme ça tout de suite est très imprudent, ce à quoi le gars dit en riant qu'elle n'est pas la seule à faire de telles choses. Astina souhaite un bon voyage au jeune homme et lui demande d'être prudent. Sir Isan dit au revoir au gars et admet qu'il était très heureux de les rencontrer. Après avoir éperonné son cheval, Benjamin décide de retourner non seulement dans la capitale, mais d'aller directement chez l'empereur. Quelques jours plus tard, Astina et Isan arrivent à l'ancien manoir du baron Vernon pour vérifier les travaux qui s'y déroulent. La jeune fille dit au chevalier de rester ici et de surveiller strictement cet endroit. Si l'homme se porte bien, ils pourront peut-être retourner à l'entraînement. Sir Isan est clairement bouleversé, mais la duchesse dit avec un sourire qu'il devra poser son épée pendant un moment. Astina affirme avec assurance que les gens doivent être utilisés au bon endroit. Le père du baron fait irruption dans le portail et crie que ce lieu appartenait à la famille Vernon et s'est transmis de génération en génération. La jeune fille ordonne au chevalier d'amener le vieil homme, personne n'a le droit de gêner les instructions de la duchesse. Vernon continue de crier et tente d'ouvrir le portail en le secouant violemment. Une fois dans le parc du château, le vieil homme tombe la face contre terre et supplie madame de l'écouter. L'homme dit que le crime de son fils est énorme et qu'il a été puni, mais comment le reste de sa famille devrait-il se nourrir maintenant? Le vieil homme baisse la tête encore plus bas et dit que sa mort n'est pas terrible, mais qu'il y a beaucoup de petits-enfants dessus. Ashina dit qu'elle ne permettra pas qu'on la prenne pour une idiote, elle sait très bien d'où le baron Vernon a obtenu le poison pendant qu'il était en prison. La jeune fille rapporte que des transferts d'argent suspects ont été reçus au nom du père du baron. 2 jours après l'arrestation, l'épouse de Vernon a demandé à voir son mari. Le vieil homme regarde la duchesse avec peur et essaie de la convaincre que cela ne peut tout simplement pas se produire. Astina rapporte avec mépris qu'elle a laissé la famille du baron en vie uniquement pour voir comment il sortirait du fond. La duchesse prévient que si le vieil homme fait à nouveau du bruit, elle veillera à ce qu'il ne porte même pas ses pieds. Soudain, l'homme saute de ses genoux et crie que la fille n'est qu'une poubelle sans vergogne. Isan protège la duchesse et ordonne au vieil homme de ne pas l'approcher. Désemparé, crie que le seul but d'Astina est de porter la semence d'un homme et que sa mort sera pitoyable. Le vieil homme crie que la malédiction lancée sur le duc consumera également le fils de la jeune fille. Astina pense immédiatement que la maladie héréditaire de son mari est trop inhabituelle et l'idée d'un pouvoir mystique lui est venue à l'esprit. La duchesse s'approche de Vernon et lui demande ce qu'il sait de la malédiction. Au lieu de répondre, le vieil homme crache haineusement au visage de la jeune fille. L'homme rit et dit seulement que le mari de la jeune fille ne sera jamais sauvé. Le chevalier donne un mouchoir à la jeune fille et elle, regardant Vernon, remarque froidement qu'il la sous-estime. La duchesse dit que l'infidélité est une facette qui ne peut passer inaperçue et ordonne que le vieil homme soit jeté en prison. Isan constate avec étonnement que sa maîtresse a pris trop facilement l'insulte qui lui a été infligée. La vie passée d'Astina était trop difficile pour qu'elle reste sensible à de telles choses. Allongée dans son lit, la duchesse pense que si le duc a été maudit, il doit y avoir un moyen de le soulever. Remarquant que sa propriétaire est bouleversée, Théo commence à lui lécher le visage. La jeune fille caresse doucement le loup, constate qu'il est devenu tout à fait obéissant, puis l'embrasse tendrement sur le front. Astina ouvre soudain les yeux et sent la présence d'une personne à proximité. En se retournant brusquement, la jeune fille voit qu'un homme inconnu dort sur le lit à côté d'elle. La duchesse regarde le jeune homme avec perplexité et remarque un collier autour de son cou, mais Théo est introuvable. Astina ne comprend pas ce qui se passe, il n'y a aucun signe d'effraction, et à en juger par le collier, le duc lui-même est clairement devant elle. La jeune fille retourne soigneusement l'homme sur le dos et est étonnée de voir qu'il ressemble de façon frappante à Théodore. Le jour du couronnement, Théodore raconte à Martina, qui est apparue, qu'il était sûr qu'elle avait disparu du palais. La fille dit indifféremment qu'elle a réalisé son désir de toujours, il ne sert donc à rien de s'enfuir. L'homme admet qu'il a verrouillé les portes du hall dans l'intention de se débarrasser de la sorcière et elle devrait le comprendre. Martina dit tristement qu'elle n'attendait rien de bon de la part d'un membre de la famille blanche. Le roi se demande ce qui se passera s'il ordonne la mort d'une jeune fille devenue inutile pour lui. Martina dit indifféremment que dans cette situation, il y aura encore une tête royale qu'elle coupera. Théodore note qu'il n'y a rien que la fille ne puisse faire, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Martina apprend que, appréciant ses mérites, le roi lui accorde le titre de marquise et un nouveau nom de famille. La jeune fille admet qu'elle a aidé le roi pour des raisons personnelles et qu'elle ne souhaite plus rien recevoir. Théodore dit que Martina peut lui demander tout ce que son cœur désire. La jeune fille comprend tristement que même après avoir détruit le monstre, les morts ne peuvent pas être ramenés et dit qu'elle n'a aucune raison de vivre. Le roi regarde doucement la jeune fille et dit qu'il lui donne le nom du clan. Martina Owen de l'État doit vivre pour le bien de son roi.
Astina regarde l'homme et pense qu'il ressemble incroyablement au roi. Se pourrait-il que Théodore soit également né de nouveau? Le jeune homme se met à gémir, reprenant peu à peu ses esprits, ouvre les yeux. La jeune fille tire sur la laisse de toutes ses forces, ce qui ramène instantanément le duc à la raison. Astina serre le collier avec force et, furieuse, demande au jeune homme qui il est. Astina murmure, se tournant vers Théodore, qu'après son départ, elle a vécu chaque jour comme en enfer. La jeune fille admet qu'il ne s'est pas passé une heure sans qu'elle ne soit en colère contre le roi et ne l'oublie un seul instant. En larmes, dit que Théodore l'a forcé à lui trancher la gorge, et maintenant il a le courage de revenir vers elle. La jeune fille crie, se pressant contre le visage du garçon, que Théodore est une personne terrible et cruelle et elle le maudit. Astina murmure alors qu'elle aime toujours son roi et l'embrasse passionnément sur les lèvres. Une maladie héréditaire dans la famille Attal s'est manifestée avant l'âge de 20 ans et l'héritier n'a été reconnu qu'après avoir atteint l'âge adulte. Les parents du duc ont déjà perdu 2 enfants à cause d'une terrible maladie héréditaire. C'est pourquoi la mère et le père n'ont pas montré de sentiment d'affection pour Thériault. Pensant que la maladie allait se manifester soudainement, le garçon n'a jamais été autorisé à sortir du manoir. À toutes les demandes de l'enfant de sortir du château, le père répondit qu'il y avait assez de tout dans sa chambre. Le garçon ne comprenait pas pourquoi cela se produisait, car il rêvait tellement de regarder la mère. Mais le duc resta catégorique et quitta simplement la pièce, ne voulant pas voir son fils souffrir. Thériault a étudié toutes sortes de sciences et même l'escrime sans quitter son domicile. À sa majorité, le jeune homme était devenu duc, comme s'il sortait d'un tableau. Ce n'est qu'après 20 ans que le père et la mère ont ouvert les bras à leur fils. Le jeune homme a pleuré en disant que maintenant il ne pouvait plus avoir peur de se demander s'il ne deviendrait pas fou. Thériault a appris à gérer les affaires familiales, car il était de son devoir d'hériter du nom de famille et de perpétuer la lignée familiale le plus rapidement possible. Au bout d'un moment, le jeune duc termina ses études et était déjà habitué au travail qu'il effectuait à la place de son père. Une terrible nouvelle arriva, la voiture du duc et de la duchesse tomba dans l'abîme. Lors des funérailles de ses parents, Thériault pensa avec désespoir qu'il ne savait pas faire son deuil. Le jeune homme se demandait souvent s'il pouvait vivre la vie d'une personne ordinaire, il disait qu'il ne pouvait même pas s'imaginer avec un enfant dans les bras. Oliver invitait souvent Thériault à regarder des portraits de filles, mais le jeune homme ne voulait pas les voir. Finalement, il a commencé à présenter des symptômes de la maladie qui a presque anéanti la famille Attal. La maladie rendait le doux duc cruel, augmentant le temps pendant lequel il perdait la raison. Les vassaux voulaient trouver une fille et épouser le duc avant que l'opportunité de perpétuer la lignée familiale ne soit perdue. En apprenant cela, Thériault cria avec rage qu'on le transformait en bétail. Le jeune homme, dans un accès de colère, cria que pour eux il n'était pas un homme, mais un étalon pur sang. Une nuit, le duc donne à Oliver son dernier ordre, pour qu'il ne puisse faire de mal à personne. Thériault demande à l'enfermer. Ayant repris ses esprits, le duc fut étonné de trouver une fille juste en face de lui, pleurant et murmurant qu'elle l'aimait toujours. Lorsque l'étranger embrassa Thériault, il ne comprit pas s'il dormait ou s'il était déjà mort. Le duc s'assoit dans son lit et demande de quel homme la fille parle et qui elle est. Astina se fige un instant et réalise soudain que ce n'est pas Théodore devant elle. Le duc dit avec colère que si une fille apprécie sa vie, elle devrait alors s'identifier et expliquer ce qu'elle fait avec lui dans la même pièce. La jeune fille saute brusquement du lit et sort rapidement de la pièce en larmes. Le jeune homme découvre qu'il était complètement nu, jetant une couverture sur ses épaules, regarda la pièce avec surprise. Oliver court dans les chambres, sans le maître et remercie Dieu de lui avoir rendu son ancienne apparence. Thériault admet qu'il ne comprend rien à ce qui se passe ici et demande qui est la fille qui était avec lui dans la chambre. Le majordome reste silencieux pendant un moment, puis dit que c'était sa grâce la duchesse. Le jeune homme regarde Oliver avec étonnement, cette fille était-elle vraiment sa femme? Après que le majordome ait déclaré que tout a été fait pour le bien de l'héritier, le duc se rend compte que rien n'a changé. Thériault demande avec surprise comment cette fille a réussi à survivre, ce à quoi Oliver déclare qu'elle est très spéciale. Le duc ordonne qu'on lui apporte des vêtements, puis se rend au bureau pour s'occuper des affaires courantes. Selon le majordome, il s'est avéré que le duc était absent depuis un peu moins d'1 an. Le jeune homme se rend rapidement au bureau, constatant tristement que les choses sur le domaine sont très probablement tombées en ruine et demande où se trouve le baronnet Ardel. Remarquant qu'Oliver est embarrassé et ignorant sa question, le duc se retourne avec surprise. Le majordome affirme que le baronnet a été soupçonné de détournement de fonds, démis de ses fonctions et est désormais en état d'arrestation à son domicile. Thériault tente de digérer les informations reçues et affirme que dans ce cas, l'affaire devrait être confiée au baron Vernon. Oliver rapporte que le baron a été exécuté sous l'accusation de tentative de meurtre sur la duchesse. Le duc ordonne au majordome de lui apporter une liste documentaire à son bureau afin de comprendre ce qui se passe ici. En entrant dans le bureau,
Thériault constate des changements importants et demande avec perplexité pourquoi ça sent autant le chien. Oliver essuie la sueur de son front et décide de dire que ce n'est pas le chien qui vivait ici, mais le duc lui-même. Le jeune homme soupire de fatigue et ne comprend pas quoi faire de tout ce qui s'est passé en son absence. Pendant ce temps, Astina court dans le jardin et se met à crier fort, désespérée. La jeune fille se demande avec horreur pourquoi celui avec qui elle est mariée est comme Théodore, comme deux pois dans une cosse.